Avant-propos et salutations. J'entame une série de vidéos sur la Grande-Bretagne brito-romaine et anglo-saxonne. Elle commence avec l'incursion de Jules César dans l'île en -55 et se termine avec l'arrivée des Normands en 1066. Mon but est sans prétention, juste exposer à tous ceux qui, comme moi, désirent avoir des bases assez solides de réalité historique, sans rejeter les évocations populaires et légendaires quand cela est nécessaire, pour comprendre l'Angleterre d'aujourd'hui. L'origine de mon projet a été ma fascination pour la réalité arthurienne que nous essaierons aussi de mettre en lumière. Plusieurs vidéos vont être nécessaires pour cerner la problématique du peuple brito-romain. Elles sont au nombre de 6, plus ou moins denses et longues. La première vidéo, celle-ci, donne des notions générales à titre d'introduction sur les périodes brito-romaines de -55 à 410, c'est-à-dire de Jules César à Constantin III, la période anglo-saxonne de 590 à 1066, c'est-à-dire des missions grégoriennes à l'arrivée de Guillaume le Conquérant, et enfin, entre les deux, une période de 180 ans, dite des âges sombres, où nous situerons la réalité arthurienne. La deuxième vidéo reprendra plus en détail les notions générales de la première. La troisième vidéo traitera de la période des âges sombres avec le plus d'historicité possible sur la réalité arthurienne, en sachant que nous ne traiterons pas de la légende de la table ronde et des chevaliers, ni de la fameuse quête du Saint Graal. Ils ne sont pas le sujet. Cette période des âges sombres est mal documentée par l'histoire, mais fait l'objet de moult récits et de chansons de troubadours qui ont été élaborées après elle. Cette période commence dès le départ des Romains en 410 jusqu'aux missions grégoriennes à la fin du VIe siècle. La quatrième vidéo traitera des légions romaines engagées dans la conquête. En effet, il apparaît intéressant d'avoir un regard sur ces légions qui ont fait la conquête au moment de Claude en 43. Cela permet d'avoir un point de vue romain et avec un peu d'imagination de se mettre dans la peau d'un légionnaire. La cinquième vidéo traitera d'un épiphénomène qui survient dans la deuxième moitié du IIIe siècle et qui voit sur le continent l'émergence d'un empire des Gaules, l'empire dissident de nature celtico-gallo-germaine. Cette vidéo a son importance pour donner une notion solide de ce que l'Empire romain dans son ensemble, en particulier dans sa partie occidentale qui nous intéresse ici, n'est plus tout à fait exclusivement romain, ne serait-ce que par ses défenseurs, les légions, qui sont constituées et commandées à partir de ce IIIe siècle par des généraux d'origine barbare et ou locale. Ces empires dissidents qui se constituent dans cette deuxième moitié du IIIe siècle sont une conséquence directe de la période d'anarchie militaire qui va pourrir l'Empire entre 235 et 284. Cette période inaugure ce que l'on appelle le Bas Empire. Enfin, pour les plus passionnés d'entre vous, une sixième et dernière vidéo qui peut apparaître rébarbative, mais que, si elle est bien suivie, permet de comprendre la chronologie des événements à l'œuvre dans notre sujet. Ceci à travers l'étude de la liste des rois britons et anglo-saxons, de ses origines légendaires avec Brutus le Troyen, jusqu'à Harold, le dernier roi anglo-saxon vaincu par le Normand Guillaume. Attaquons cette première vidéo qui donne des généralités en avant-propos de la deuxième qui sera beaucoup plus détaillée. Nous allons traiter de la période brito-romaine, puis de la période anglo-saxonne, en incluant la période dite des âges sombres. Cette période se situe de -55 à 410. Les mythes et les légendes font remonter l'existence d'un peuple breton au moment de la fuite d'éléments troyens lors de la chute de la ville de Troie. Ceci se passe approximativement au milieu de l'âge du bronze récent, dans le dernier quart du deuxième millénaire. Auparavant, on connaît la civilisation dite campaniforme qui s'étend sur tout le continent européen et au-delà, et à laquelle on attribue la formation des sites mégalithiques. Cette civilisation campaniforme remonte au 5e millénaire. De manière plus pragmatique, on peut dire que ce sont des Celtes qui occupèrent l'île de Bretagne. La migration celtique, à partir de l'Alstat, au Xe siècle, gagne la Gaule au 8e siècle, puis arrive en péninsule ibérique au IIIe siècle pour débarquer en Albion, via l'Irlande au IIe siècle. Les Brito-Romains
Comme leur nom l'indique, clairement, sont les Bretons insulaires romanisés à la suite de la conquête claudienne de la Grande-Bretagne par l'Empire romain au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Les populations celtes, en mixité avec les conquérants romains, adoptent petit à petit, mais dès lors, une partie des coutumes romaines, sans jamais pour autant abandonner leur langue, le brittonique, et certaines de leurs coutumes, et cela notamment dans les campagnes. La civilisation brito-romaine survit à la chute de l'Empire romain d'Occident, se considérant alors comme la dernière enclave romaine en Occident. La romanisation était plus étendue au sud-est de l'île qu'ailleurs. C'est par là que débarquèrent les premières légions, celles de Jules César en -55, et de manière plus vindicative, celle de Claude en +43. C'est ce dernier qui entreprit la réelle conquête de Britannia, qui dès lors remplace l'ancien nom de Albion. Par contre, à l'ouest de la ligne qui va de l'estuaire du Humber à l'estuaire de la Séverne, et aussi le Devon et les Cornouailles, la culturation romaine était presque inexistante. Les Romains ont toujours eu du mal à s'y implanter durablement. Cette culture brito-romaine a été tellement prégnante que même après la chute de l'Empire romain d'Occident en l'an 476, les Brito-romains préserveront la romanité sur la majeure partie de l'île de Bretagne, ainsi que dans leur enclave continentale sur le littoral et les fleuves au nord de la Loire qu'ils contrôlent. L'Aquitaine étant dès 410 occupée et contrôlée par les Wisigoths. Les chroniques anciennes décrivent des soldats bretons manœuvrant toujours à la romaine jusqu'à une époque très tardive. Sur l'île de Bretagne, les Brito-romains ont alors 3 spécialités si l'on en croit la littérature et les textes anciens. La garde maritime et fluviale, la cavalerie lourde et l'occupation des zones montagneuses. Des deux côtés de la Manche, leur présence est attestée. Les Brito-romains sont localisés non seulement dans l'île de Bretagne, actuelle Grande-Bretagne, mais également sur le continent, notamment sur les côtes européennes de la Manche, jusqu'au golfe de Gascogne, en passant par l'Armorique. Il s'agit alors de légions bretonnes tenant le rôle de police maritime et fluviale, occupant en particulier la péninsule armoricaine. Le terme « culture brito-romaine » correspond donc à la culture qui s'éveilla en Grande-Bretagne sous l'égide de l'Empire romain dès les tout premiers temps de la conquête en 43 après Jésus-Christ et la création de la Britannia. Cette culture consiste en une fusion de la culture importée des Romains et de celle des indigènes, les Britons, aux coutumes et de langue celtiques. Elle survécut au 5e siècle, qui vit la fin de la loi romaine en Grande-Bretagne. Il y eut même une romanisation au niveau culturel avec la langue parlée, le British Romance. Les érudits tels que Christopher Snyder pensent qu'au cours du 5e, 6e siècle, c'est-à-dire du départ des légions romaines en 410 à l'arrivée de saint Augustin de Cantorbéry, ce qui correspond très exactement à la période des âges sombres, le sud de la Grande-Bretagne a su préserver une société post-romaine capable de résister aux attaques des anglo-saxons et utilisant même un latin vernaculaire, c'est-à-dire qui se rapporte au pays ou à sa population même. L'arrivée des Romains. Les troupes romaines de l'empereur Claude, venant surtout des provinces germaniques, envahirent ce qui est aujourd'hui l'Angleterre à partir de 43 après Jésus-Christ. En quelques décennies, la province de Britannia fut créée, incluant l'intégralité de l'Angleterre, le pays de Galles et une partie de l'Écosse. Alors, des entrepreneurs romains et des dignitaires vinrent par milliers, 10 000 à 20 000, s'installer en Britannia. Des troupes romaines venant de toutes les provinces de l'Empire, Espagne, Syrie, Égypte, mais surtout des provinces germaniques de Batavia et de Frise, la Hollande actuelle, de Belgique et du Rhin. Ces troupes étaient placées en garnison dans des villes romanisées. Nombreux furent les soldats
qui se marièrent à des Britonnes. La culture et la religion de Britannia devinrent diversifiées là où la population au mode de vie romain restait principalement celtique. Au moment où l'Empire vivait sa période d'anarchie militaire, de 235 à 284, la Bretagne devint autonome du reste de l'Empire romain pour plusieurs années, faisant d'abord partie de l'Empire des Gaules de Posthume et successeurs, puis ensuite de 284 à 297, administré par les usurpateurs Carausius et Alectus. La citoyenneté romaine. Un des aspects de l'influence romaine dans la vie bretonne était représenté par l'octroi de la citoyenneté romaine. L'octroi était d'abord très sélectif, réservé aux représentants municipaux de certaines classes sociales que la coutume romaine faisait citoyens, aux vétérans soit des légions romaines, soit des unités d'auxiliaires, ou à un nombre de locaux ayant un patron capable de l'obtenir pour eux. Quelques rois britons, comme Togidubnus, reçurent la citoyenneté de cette manière. Togidubnus, ou Togidumnus, ou Cogidubnos, ou Tiberius Claudius Cogidubnus, était le roi du peuple celte des Rhénienses, un peuple de l'île de Bretagne au 1er siècle, immédiatement allié des Romains, comme le note Tacite dans sa vie d'Agricola. Chichester et la villa romane voisine Fischburn, qui était le palais de Togidubnus, étaient sur le territoire des Atrébates avant la conquête romaine. Togidubnus était donc peut-être l'héritier de Verica, le roi des Atrébates, dont la chute fut le prétexte de la conquête. Par la suite, ces terres firent partie du domaine des Rhénienses, sur lesquelles Togidubnus régnait probablement auparavant. Les bains publics, l'amphithéâtre et le forum de Chichester ont dû être construits à l'époque de Togidubnus. Les autres habitants de la Grande-Bretagne, qui ne bénéficiaient pas de la citoyenneté, les pérégrins, continuaient à vivre selon les lois de leurs ancêtres. Les pérégrins sont des étrangers, des hommes libres, habitant les provinces conquises par Rome, mais ne disposant pas de la citoyenneté romaine, ni du statut juridique des Latins. Ils sont souvent venus à Rome dans le but de faire du commerce. L'inconvénient principal était que les pérégrins ne pouvaient posséder de terres sans un titre de propriété latin, ni servir dans l'armée en tant que légionnaires, bien qu'ils pouvaient servir dans les unités d'auxiliaires et devenir citoyens romains en se distinguant au combat. Enfin, ils ne pouvaient pas hériter d'un citoyen romain. Pour la majeure partie des habitants britanniques, paysans attachés à leurs terres, avoir la citoyenneté romaine ne transformait pas drastiquement leurs conditions de vie au jour le jour. Toutefois, le nombre de citoyens augmenta progressivement avec les années, car la citoyenneté était héréditaire et de surcroît, toujours plus de citoyens étaient nommés. Finalement, en 212, tous, sauf les esclaves et les affranchis, furent nommés citoyens par la Constitutio Antoniniana, c'est-à-dire l'édit de Caracalla. Le départ des Romains de Britannia. Britannia devint une des provinces les plus loyales de l'Empire jusqu'à son déclin, quand la main-d'œuvre commença à être dispersée dans des guerres civiles sur le continent. Finalement, au début du 5e siècle, lorsque l'Empire commença à succomber sous les assauts barbares, l'empereur Honorius ordonna le retrait des légions stationnées en Britannia pour renforcer sur le continent celles qui étaient en charge de contenir les invasions germaines. À cause de cette spoliation, Constantin III, général des armées de Bretagne, galvanisé par ses troupes qui toutes vivaient durement la situation d'abandon, en particulier le manque de la solde, décida d'aller renverser Honorius. En 410, il embarque ses légions ravis de gagner le continent pour marcher sur Rome. Mais en faisant cela,
il dégarnissait la Bretagne qui dès lors allait évoluer indépendamment des Romains. Pour info, cette même année, les Wisigoths s'installent en Aquitaine. Et 3 ans plus tard, en 413, les Burgondes fondent leur territoire en Gaule, sans doute favorisés par cette guerre fratricide entre Romains. Constantin III échoua à renverser Honorius, mais le mal était fait. La Bretagne fut alors laissée à elle-même. Après le départ des Romains d'Angleterre, à l'été 410, les Britto-Romains reçurent l'ordre d'Honorius de se défendre par leurs propres moyens. Une demande écrite au général Flavius Aetius, connu comme le grognement des Britons, fait mention de l'appel à l'aide de la part des Britto-Romains, appel qui n'a pas pu être suivi de faits concluants. L'Empire déclinant avait abandonné la Grande-Bretagne. Et Aetius avait beaucoup d'autres chats à fouetter. La période post-romaine. Dans les premières années, les basses terres et les cités ont pu avoir quelques organisations ou conseils, et l'évêque de Londres apparaît comme ayant joué un rôle clé. Ils étaient cependant divisés politiquement. Anciens soldats, mercenaires, nobles, dignitaires et fermiers s'auto-proclamèrent rois, combattant les uns contre les autres et laissant la Grande-Bretagne ouverte aux incursions pictes et irlandaises. 2 factions semblent avoir émergé. Une faction pro-romaine et une faction indépendante. Un des leaders de l'époque, connu sous le nom de Vortigern, pro-romain, a pu avoir pour titre High King, le grand roi. Vortigern, personnage réel, est un acteur de l'épopée légendaire du roi Arthur. Les ravages causés par les Pictes au nord, les Écossais, et par les Scots en Irlande, les Irlandais, qu'on appelait Scots, forcèrent les Britons à demander l'aide des tribus germaniques païennes, des Angles, des Saxons et des Jutes. Ce qui s'avéra au final n'être pas très bon pour les Britons, car les tribus sollicitées décidèrent par la suite de s'établir sur l'île. Nous avons donc des Britons délaissés par les Romains qui demandent de l'aide aux Saxons, aux Angles et aux Jutes contre les Pictes et les Irlandais, et qui au final se retrouveront minoritaires. Un contingent de population brito-romaine migrèrent alors en Bretagne continentale, en Galice espagnole et en Irlande. Les anglo-saxons obtinrent le contrôle de l'Est de l'Angleterre en quelques décennies dès le 5e siècle. Au milieu du 6e siècle, ils commencèrent à se répandre dans les Midlands. Puis au 7e siècle, leur expansion se dirigea vers le sud-ouest et le nord de l'Angleterre. Les parties non conquises du sud du pays, le pays de Galles notamment, conservèrent leur culture brito-romaine et le christianisme. Des légendes anglo-saxonnes font référence au peuple brito-romain par le terme de Welsh. Cette dénomination est un mot du vieil anglais signifiant étranger et faisant référence aux habitants originels du sud de l'Angleterre. Historiquement, le pays de Galles et la péninsule du sud-ouest étaient connus comme étant respectivement le pays de Galles du nord et le pays de Galles de l'ouest. Les luttes durant cette période ont donné lieu aux légendes de Uther Pendragon et du roi Arthur. Il existe de nombreuses théories, mais on affirme souvent que Ambrosius Aurelianus, le chef des forces brito-romaines, fut le modèle de la première légende, tandis que la cour du roi Arthur à Camelot est un souvenir idéalisé gallois et cornouaillais de la civilisation brito-romaine pré-saxonne. Parmi les dirigeants et les héros bretons du haut Moyen-Âge rapportés par la littérature galloise, on peut citer Magnus Maximus, Ambrosius Aurelianus. Cette résistance d'héros bretons semble avoir réactivé la légende d'un personnage historique de l'Antiquité tardive, mentionné en 185 en armorique par Hérode,
donc 250 ans avant l'arrivée des Saxons. Ce personnage est Lucius Artorius Castus, général romain en Armorique, le personnage fictif et légendaire du roi Arthur, qui se bat cette fois contre les Saxons, est construit sur le souvenir de ce général romain. Ceci dans le but d'évoquer une participation à la fondation identitaire d'une nation bretonne au 5e siècle à partir de l'Armorique. D'autres historiens ont quant à eux tenté de trouver des bases historiques à la légende arthurienne. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. La période anglo-saxonne. Cette période se situe de 410 à 1066. Elle inclut donc la période des âges sombres située entre 410 et 590. D'un point de vue général, la période anglo-saxonne de l'histoire de l'Angleterre débute au 5e siècle, après le départ des légions romaines de l'île de Grande-Bretagne. L'arrivée des Angles, des Saxons et des Jutes et leur implantation sur le sol britannique constituent un long processus qui reste mal connu, d'autant que le mythe vient souvent se mêler aux faits. C'est à cette époque, au 5e siècle, qu'aurait vécu le légendaire roi Arthur, dont le rôle mythique a été d'essayer de préserver la culture brito-romaine contre les anglo-saxons, contre les Pictes et les Scots, tous païens. Peu à peu, les anglo-saxons se taillent des royaumes et repoussent les Bretons vers le nord et vers l'ouest jusqu'à occuper entièrement l'actuelle Angleterre. Christianisés au 7e siècle, ils développent une civilisation brillante avec sa langue, le vieil anglais, et son art. Leur littérature est florissante, mais ils s'illustrent également dans les domaines de l'enluminure, de l'orfèvrerie, de l'architecture, de la sculpture et de la broderie. Assimilant bien le christianisme, ils vont à leur tour produire des missionnaires anglo-saxons qui partiront évangéliser l'Europe continentale. À partir du 9e siècle, les anglo-saxons doivent faire face à un nouvel ennemi, les Vikings, qui s'établissent dans l'est du pays, une région qui prend le nom de Danelaw. Les efforts d'Alfred le Grand et de ses successeurs permettent au royaume du Wessex de garder son indépendance pour former progressivement un royaume d'Angleterre uni. Son administration est au Xe siècle l'une des plus sophistiquées de toute l'Europe. En 1066, la conquête normande met un terme à l'ère anglo-saxonne et inaugure la période anglo-normande de l'histoire de l'Angleterre. D'une manière plus explicite, la colonisation de la Grande-Bretagne par les anglo-saxons est un phénomène historique qui voit la culture brito-romaine être supplantée par la culture germanique dans le sud et dans l'est de l'île de Grande-Bretagne au début du Haut Moyen Âge. Il correspond à l'arrivée sur l'île de plusieurs peuples germaniques originaires du littoral de la mer du Nord et se déroule du milieu du 5e siècle jusqu'au début du 7e siècle. Ces peuples développent progressivement une identité culturelle connue, définie par le terme anglo-saxon. Les sources écrites de la période décrivent des affrontements violents entre les Bretons insulaires et les anglo-saxons. Les historiens modernes ont longtemps considéré ces récits, de même que l'absence presque complète d'influence celtique sur la langue vieille anglaise, comme reflétant une migration massive de Germains en Grande-Bretagne qui aurait exterminé ou chassé la quasi-totalité des habitants bretons. À partir de la fin du XXe siècle, un autre modèle théorique est proposé, celui d'une acculturation des Bretons par une élite guerrière anglo-saxonne numériquement réduite. La question reste débattue, notamment grâce aux apports de la génétique des populations. Le contexte. Les terres natales des peuples germaniques du littoral de la mer du Nord bénéficient d'un climat doux et de mer relativement calme jusque vers 250. Mais en ce milieu du IIIe siècle arrive le phénomène de la transgression marine, où la mer gagne sur les terres. Ce phénomène est spectaculaire en Frise continentale,
Après cette date, les courants marins deviennent plus violents, le climat se fait plus froid et humide, ce qui finit par rendre ces terres moins hospitalières. Les anglo-saxons commencent alors à les quitter avant que les conditions deviennent impossibles, ce qui advint durant les siècles suivants. Au IVe siècle, de nombreux Saxons avaient émigré vers l'actuel littoral français, où ils étaient en conflit permanent avec les premiers Francs. À cette même époque, la Bretagne romaine se trouvait dans une situation de totale confusion et de faiblesse militaire, dont une des causes, et non la moindre, est la période trouble de l'Empire connue sous le nom d'anarchie militaire entre 235 et 284. Les anglo-saxons avaient une grande connaissance maritime et une armée expérimentée, ce qui, combiné à la désorganisation des Britto-romains, facilita grandement leur installation sur l'île. Cette installation se fit en premier lieu aux abords des rivières, qu'empruntaient leurs navires à faible tirant d'eau, depuis la côte est et en remontant la Tamise. La coalition barbare de 368, réunissant les Pictes, les Scots et les Saxons, est quand même repoussée. C'est la dernière résistance des Romains sur l'île de Bretagne. Par la suite, les Romains établissent un commandement militaire de la côte saxonne sur les deux rives de la Manche. Les invasions barbares sur le continent s'amplifiant au Ve siècle entraînent le départ des garnisons romaines de l'île pour la défense continentale. Les sources écrites qui permettent de se faire une idée de comment les choses se sont passées. Les premières allusions sont faites par la Chronica Gallica de 452, qui rapporte, dans son entrée pour l'année 441, que les provinces bretonnes ayant subi plusieurs défaites et malheurs tombent sous le joug saxon. Ce texte provient de Gaule narbonnaise, loin de la Grande-Bretagne, et les dates qu'il propose sont douteuses. Il constitue néanmoins une source contemporaine des faits qu'il décrit. Le chroniqueur byzantin Procope de Césarée affirme dans son histoire des guerres de Justinien que l'île de Brythia, qu'il distingue de la Britannia, est occupée par 3 nations, chacune gouvernée par son propre roi, les Angili, les Frisonnes et les Britonnes. Ces 3 peuples sont si féconds qu'ils envoient chaque année des colons chez les Francs qui les installent dans les régions inoccupées de leur royaume. Procope lui-même exprime cependant des doutes vis-à-vis de ce qu'il rapporte, et ce passage de son œuvre ne reflète probablement que de manière très déformée la situation des îles britanniques au VIe siècle. Il affirme ailleurs qu'après la déposition de Constantin III en 411, les Romains ne rétablirent plus leur puissance dans l'Angleterre et qu'elle demeura sous la domination de divers tyrans. La deuxième source est celle de Gilda. Le De Excidio et Conquestu Britanniae est un sermon sur l'état de la Grande-Bretagne rédigé vers le début du VIe siècle par le moine Gilda. Il retrace dans sa première partie l'arrivée des Anglo-Saxons en Grande-Bretagne. Après un appel infructueux à Aetius dans le deuxième quart du Ve siècle, les Bretons souffrent de famine et sont attaqués par les Pictes et les Scots. Certains parviennent à se défendre avec succès, donnant lieu à une période de paix. La paix engendre la luxure et l'indolence. À la suite de nouvelles attaques Pictes et Scots, un conseil est réuni qui décide de conclure un traité avec les Saxons. Ces derniers doivent défendre les Bretons en échange de ravitaillement et de terres dans l'est de l'île. Gilda décrit spécifiquement les Saxons comme des fédérati, terme utilisé à l'époque de l'Empire romain tardif pour décrire d'autres cas où des peuples sont invités par les autorités impériales à s'installer sur le territoire romain pour le défendre contre d'autres peuples. De tels traités sont attestés au IVe siècle avec les Francs de Toxandrie ou les Wisigoths d'Aquitaine. Les Saxons
finissent par rompre le traité et entrent en guerre contre les Bretons. Le conflit dure 2 ou 3 décennies et s'achève peu après un siège au Mons Badonicus, le mont Badon, que Gilda situe une quarantaine d'années avant sa naissance. La bataille du mont Badon, à laquelle le roi Arthur a participé, doit être placée dans la chronologie aux environs des années 475, et l'arrivée des Saxons en Bretagne doit être placée aux environs de 428. La paix dure ensuite entre Bretons et Saxons jusqu'à l'époque où Gilda écrit, c'est-à-dire vers 510. Gilda ne cherche pas à faire œuvre d'historien, mais de pamphlétaire. Son but est de dénoncer les péchés de la noblesse et du clergé breton de son temps, qu'il considère comme la cause de la ruine de la Bretagne. Il emploie un vocabulaire apocalyptique pour décrire les Saxons, véritable fléau divin, et présente à l'inverse les Bretons comme faibles et portés à se quereller entre eux. Néanmoins, il ne mentionne pas de massacre ou d'exode de grande ampleur, ni une réduction en esclavage massif des Bretons par les Saxons. La troisième source est celle de Bède. Le chroniqueur northumbrien, Bède le Vénérable, se sert de Gilda comme source pour son histoire ecclésiastique du peuple anglais, achevée en 731. Il présente les Germains arrivant en Grande-Bretagne comme issus de 3 peuples, les Angles, les Saxons et les Jutes. Les Saxons proviennent d'après lui de la vieille Saxe, et il indique que la région d'origine des Angles, Anglia, se situe entre celle des Saxons et des Jutes. Bède semble identifier 3 phases de colonisation. Une phase d'exploration, durant laquelle les mercenaires anglo-saxons arrivent en Grande-Bretagne pour protéger les populations locales. Une phase de migration, apparemment de grande ampleur. D'après Bède, Anglia est complètement désertée par ses anciens habitants. Et une phase d'implantation, pendant laquelle les anglo-saxons commencent à prendre le contrôle de régions spécifiques. Le texte de Bède est en partie responsable de l'image des Bretons comme les victimes de l'oppression anglo-saxonne, à l'origine de théories impliquant génocide, migration forcée et réduction en esclavage. Bède reprend ici le point de vue de Gilda, qui considère les Saxons comme une punition divine pour les péchés des Bretons, mais il le détourne en faisant des anglo-saxons non pas un fléau, mais l'outil de la rédemption de la Grande-Bretagne, les Bretons ayant perdu la faveur divine à leur profit. Son propos n'implique pas pour autant que tous les individus qu'il rassemble sous le terme Angli sont des Germains ethniques. La 4e source est le Tribal Idage. Le Tribal Idage est une liste de 35 peuples anglo-saxons compilée entre le 7e et le 9e siècle. Elle donne pour chaque peuple une superficie en ide, cette unité correspondant à un terrain de taille suffisante pour faire vivre une famille. Tous les peuples de la liste ne sont pas identifiés de manière définitive, mais ceux qui le sont se situent presque tous au sud de l'estuaire du Humber. Les plus petits ne comptent que 300 ides à leur nom. S'il est difficile à interpréter, le tribal idage offre néanmoins un aperçu de la relation entre peuple et terre, ainsi que de la manière dont les anglo-saxons s'organisent en regroupements et en tribus. Il suggère un processus d'installation en Grande-Bretagne plus complexe que les grands mouvements de peuple menés par un chef unique décrit par les sources littéraires. Enfin, la 5e référence est la chronique anglo-saxonne. La chronique anglo-saxonne est une série d'annales compilées en Angleterre à la fin du IXe siècle jusqu'au milieu du XIIe siècle. Et elle retrace l'histoire de l'Angleterre à partir de 60 avant Jésus-Christ. Elle décrit la période d'arrivée des Anglo-Saxons en Grande-Bretagne et offre des dates pour le débarquement sur l'île des grands chefs germaniques et des batailles qui les opposent aux Bretons. Néanmoins, ces annales ont été rédigées plusieurs siècles après les faits et les historiens modernes ne considèrent pas qu'elles forment un récit crédible de la colonisation de la Grande-Bretagne. David Dumville souligne que les besoins de l'historiographie médiévale ne sont pas ceux des historiens modernes, y compris la distinction entre réalité et fiction. La linguistique.
La Grande-Bretagne du Haut Moyen-Âge ne connaît pas la même évolution linguistique que les autres régions de l'ancien Empire romain d'Occident. En Gaule, en Ibérie et en Afrique du Nord, les locuteurs de langues germaniques qui fondent des royaumes abandonnent progressivement leur langue au profit des langues latines locales. En revanche, la situation que l'on peut observer dans le sud et l'est de l'Angleterre au 8e siècle montre que les langues britonnes et le latin britannique ont été supplantés par le vieil anglais, langue germanique occidentale qui poursuit son expansion vers le nord et l'ouest au cours des siècles qui suivent. Le vieil anglais ne présente guère de signes d'influence latine ou celtique. Les mots anglais d'origine celtique sont très rares. Les toponymes anglais sont également dans leur immense majorité d'origine vieille anglaise ou norroise du fait des invasions vikings ultérieures, sauf en Cornouailles, ce qui reflète la domination de la langue anglaise dans l'Angleterre post-romaine. Les linguistes, influencés par le récit de Bède et de Gilda, ont longtemps expliqué cette situation comme le résultat des invasions anglo-saxonnes. À leur arrivée en Angleterre, les envahisseurs auraient tué, chassé ou réduit en esclavage la population autochtone. Cette théorie reste défendue par une partie des spécialistes, mais la majorité se sont ralliés à une vision alternative, influencée par les recherches dans le domaine du contact linguistique, selon laquelle la domination politique d'une élite anglophone réduite aurait pu suffire à convaincre un grand nombre de brittophones d'adopter le vieil anglais, sans que cette bascule linguistique ne laisse de traces. Les États qui émergent pendant cette période. Les premiers siècles du Haut Moyen-Âge voient la colonisation de la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons, un phénomène aux contours encore flous. En dépit d'une grande victoire bretonne au mont Badon, vers 475, des royaumes germaniques s'implantent et s'étendent aux dépens des Bretons insulaires. Plusieurs rois guerriers sont mentionnés dans les sources, comme Hengist au Kent, Hael au Sussex et Ceaulin au Wessex. Mais la réalité de leurs faits et gestes, voire de leur existence, reste incertaine. La situation devient plus claire avec l'arrivée de la mission grégorienne à la fin du VIe siècle, en 597, qui met fin aux âges sombres. Menée par Augustin, le premier archevêque de Cantorbéry, elle réussit à convertir au christianisme Aethelbert, le roi du Kent, et commence à essaimer dans les royaumes voisins. Elle contribue grandement au développement des arts et du droit. La Northumbrie et la Mercie. Au 7e siècle, la Northumbrie et la Mercie se disputent la suprématie de l'Angleterre. Le dernier roi païen de Mercie, Penda, écrase ses homologues northumbriens, Edwin à Hatfield Chase en 633 et Oswald à Matherfield en 642, avant d'être lui-même tué par Oswiu à la Windwide en 655. La puissance northumbrienne connaît un coup d'arrêt au nord à la suite de la défaite de Nechtansmer en 685 contre les Pictes, les Écossais, les Calédoniens. Le Wessex consolide quant à lui son emprise sur le sud-ouest avec les rois Cadwalla et Ine. L'évangélisation des anglo-saxons se poursuit avec Paulin en Northumbrie et Félix en Est-Anglie. Les principales figures religieuses du 7e siècle sont l'archevêque Théodore de Cantorbéry, qui procède à une grande réforme de la jeune église anglaise, et l'évêque fondeur Wilfrid, dont la carrière mouvementée l'amène d'un bout à l'autre de l'Angleterre. Les tensions qui règnent en Northumbrie entre les rites romains et celtiques sont résolues en faveur des rites romains lors du concile de Whitby en 664. Le 8e siècle est le siècle de la Mercie. Sous les règnes d'Aethelbald, 716 à 757, et Offa, 757 à 796, le royaume de la Mercie exerce une domination presque totale sur le sud de l'Angleterre. La Northumbrie connaît quant à elle des temps troublés. Beaucoup de ses rois finissent déposés ou assassinés.
Elle continue cependant à produire de grands hommes d'église comme l'archevêque Ecgberht d'York, le chroniqueur Bède le Vénérable ou le moine Alcuin qui s'illustre à la cour de Charlemagne. Durant cette période, plusieurs missionnaires anglo-saxons jouent un rôle de premier ordre dans la christianisation des franges de l'Empire carolingien. Le Wessex et les Vikings. La suprématie de la Mercie prend fin au début du IXe siècle avec la victoire d'Ecgberht du Wessex qui règne de 802 à 839. Cette victoire d'Ecgberht a lieu à Eilenburg en 825. Elle permet de prendre le contrôle du sud-est de l'Angleterre. La situation géopolitique de la Grande-Bretagne est bouleversée au même moment par un phénomène extérieur, l'arrivée des Vikings. D'abord limitées à de simples raids, leurs opérations prennent un tournant plus significatif avec l'arrivée de la Grande Armée en 865, qui conquiert en l'espace de quelques années la Northumbrie, l'Est Anglie et la moitié de la Mercie. Le Wessex résiste victorieusement sous le roi Alfred le Grand, qui règne de 871 à 899. Alfred le Grand impose la paix aux Vikings après sa victoire à Ethandum en 878. Le règne d'Alfred le Grand, né en 849 et roi de 871 à 899, constitue une étape importante vers l'unification de l'Angleterre. Il réforme la défense de son pays à travers un système de forteresses, les burhs. Il œuvre également en faveur des arts et des lettres, qui ont connu un net déclin au siècle précédent. Et il réunit à sa cour de nombreux érudits afin de mener à bien un vaste programme de traduction en langue vernaculaire d'œuvres latines fondamentales. Après la mort d'Alfred, sa fille Æthelflæd et son fils Édouard l'Ancien, qui règne de 899 à 924, poursuivent la lutte contre les Vikings installés dans l'est de l'Angleterre, une région qui prend le nom de Downlow. L'Angleterre enfin unifiée. Æthelstan, qui règne de 924 à 939, parachève la conquête de l'Angleterre et prend pour la première fois le titre de roi des Anglais. Sa victoire sur une coalition de Vikings et d'Écossais à Brunanburh en 937 reste dans les mémoires. Sous le règne d'Edgar de 959 à 975, l'Angleterre jouit d'une grande stabilité. Dans le domaine religieux, un grand mouvement de réforme monastique est lancé par les principaux prélats anglais. Dunstan de Canterbury, Oswald de Worcester et Athelwold de Winchester. Les monastères réformés contribuent grandement au rayonnement intellectuel et artistique de l'Angleterre. Les dernières années du Xe siècle sont marquées par la reprise des attaques vikings avec une défaite anglaise significative à Maldon en 991 et le versement de plusieurs tribus par le roi Æthelred le Malavisé qui règne de 978 à 1016. Les invasions se poursuivent avec une intensité renouvelée jusqu'à la conquête de l'Angleterre par Cnut le Grand, dont l'empire s'étend également sur le Danemark et la Norvège. Après l'extinction de la lignée de Cnut en 1042, c'est un fils d'Æthelred le Malavisé, Édouard le Confesseur, qui monte sur le trône. Son règne est troublé par la question de sa succession, il n'a pas d'enfant, et par la puissance croissante du comte Godwin de Wessex. L'année 1066 marque un tournant dans l'histoire de l'Angleterre. La mort d'Édouard le Confesseur donne lieu à une lutte entre plusieurs prétendants au trône, parmi lesquels Harold, le fils du comte Godwin, et le duc Guillaume de Normandie. Ce dernier remporte la bataille d'Hastings face à Harold et prend le pouvoir. C'est la conquête normande de l'Angleterre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.